Merci d'être avec nous dans ce studio et puis avec tous ceux qui nous suivent aux quatre coins du monde grâce à TV5. Patrick Grinville, vous êtes l'auteur d'environ 80 livres, je crois. C'est difficile. Non, 80, on met tout là-dedans. Ah oui, les nouvelles, alors, on met les oui, c'est ce que j'ai. Non, c'est 26 romans et puis 26 romans, dont les flamboyants. Voilà, les 26 romans, dont les flamboyants, bien sûr. On parle toujours des flamboyants qui ont obtenu le prix Goncourt. Hein, c'est 76. 76. Vous aviez 29 ans à l'époque. J'étais un tout jeune homme. C'est pas mal. Alors, vous l'avez dit, il y a des nouvelles, des récits, des livres pour la jeunesse, des livres d'art, souvent d'ailleurs. Beaucoup de livres d'art consacrés à la peinture. Et oui, c'est ma Votre passion. D'ailleurs, on va le revoir dans ce dernier roman, La Falaise des Fous, donc aux éditions. Falaise des Fous. La Falaise, j'ai dit quoi? C'est Falaise, la Falaise. La Falaise. Oui, la Falaise. Un jour, on m'a reproché. Falaise des Fous, c'est vrai. Un jour, on m'a reproché de mettre toujours un article même, c'est un ami. Alors j'ai dit, bon, mais pas l'article Falaise des Fous. Falaise des Fous. Alors c'est difficile de résumer un roman. D'ailleurs, est-ce qu'il faut résumer un roman? Non. En tout cas, on peut commencer par le titre. Falaise, ce sont les falaises d'Étretat. Oui, Falaises d'Étretat. Ça, c'est sûr. Oui, c'est des falaises pour lesquelles vous avez une passion. Oui, parce que moi, j'étais dans le pays d'Auge, et donc un pays bocagé, dans l'histoire de Seine, et c'est un pays qui est un peu mignon, qui est joli, alors que vous passez de l'autre côté, dans l'histoire du Var. On les voit. Oui, alors là, vous avez un paysage, surtout actuellement, il fait très très beau à Étretat, et vous avez un paysage théâtral, grandiose, et ça, c'est très très différent. Et moi, ça a toujours été un peu exotique par rapport à mon village de Villerville, entre Honfleur et Trouville. Étretat, c'est quand même quelque chose. Et ça, ces falaises-là, ça a été déclencheur du roman? Oui. Je suis passé là-dessous. Vous avez nagé là-dessous? J'ai escaladé, j'ai nagé là-dessous, j'ai tout fait. Tout comme Monet, parce que Monet avait vraiment exploré les falaises sous tous les angles, il les a peintes sous tous les angles, et Courbet. Sous toutes les saisons? Toutes les saisons, tous les angles. Tous les moments du jour? Tous les moments du jour, évidemment, ça c'est Monet. Hein, il épuise absolument le sujet. Et Courbet, lui aussi, l'été qui a suivi, Courbet est venu, il a peint la falaise dans une technique très différente. Hein. Courbet, c'est un costaud, il a peint la verticale, c'est frontal. Et Monet, c'est plus le poudroiement de la lumière. Alors, on va quand même un petit peu parler de la Falaise des Fous. Oui. Le narrateur s'appelle Charles. Oui. Il est né en 1847. Il a 20 ans, il part en Algérie. Il revient parce qu'il est blessé là-bas. Oui, c'est la guerre de conquête d'Algérie. Voilà. Et il remonte, en fait, dans votre livre, il remonte le fil de sa vie, parce que c'est écrit en 1927. C'est écrit en 27, au moment où Monet a fait le vernissage des Nymphéas. Monet est mort, mais le vernissage a lieu à l'Orangerie. Voilà. Et Lindbergh traverse l'Atlantique, et ça, à ce moment-là, ça déclenche la mémoire. Mais il avait écrit des textes aussi, mon personnage, et ça déclenche la réminiscence du passé. Il raconte cette histoire de 60 ans, entre 68 et 69, l'été, et l'hiver où Monet peigne les falaises, et puis jusqu'à ça, les Nymphéas. Et ça, il est très beau, parce qu'il est sauvage. Et alors, ça va jusqu'en 27. C'est on change, on passe d'une société du cheval à une société de l'avion, de la voiture. C'est vraiment 60... Ah oui, vraiment. C'est ce qui se passe actuellement aujourd'hui avec tout ce qui est virtuel et tout ce qui est... Hein, on a la même rupture de civilisation, à peu près. D'ailleurs, rupture totale. C'est un livre où, au début du livre, en tout cas, vous parlez de l'époque d'Haussmann, hein, c'est l'époque du capitalisme triomphant, mais qui commence quand même à avoir des problèmes, puisqu'il y a des mouvements sociaux déjà qui se développent. Quel regard vous portez sur cette époque, justement, sur cette époque des entrepreneurs? Gosselin, d'ailleurs, qui est le mari, en fait, de l'amant de Charles, la première maîtresse. Il y a une dynamique, c'est évident, économique. Bon, on transforme Paris, on transforme la France. Bon, il y a une accélération énorme de tous les rythmes, hein, par la voiture, etc., par le train en particulier, qui arrive à Étretat. Mais, si vous voulez, évidemment, en même temps, il y a de grandes injustices, et il y a des luttes sociales qui vont traverser toute la période jusqu'à la guerre 14, qui va réconcilier tout le monde, la guerre 14. Là aussi, tout le monde va vouloir y aller. Vous avez des pages super. Parce que mes grands-pères ont fait cette guerre, et donc je ne voulais pas rater. Vous en parlez d'ailleurs d'un de vos grands-pères. Oui, Eugène Grinville. Bien sûr, oui. Alors, Charles, c'est un rentier, hein, il a du temps pour vivre. Alors, un rentier, ça fait un peu pépère, mais si vous voulez, il a été blessé, il gère un peu les... Enfin, il ne travaille pas beaucoup. Hein. Non, il ne travaille pas beaucoup. Il va à la pêche, mais il fait à la pêche quand même avec les pêcheurs. On pêche le hareng, on pêche le maquereau. Mais il y va en touriste, quoi. Il s'occupe aussi des maisons, des locations, des fermes de son... Mais c'est vrai qu'il va s'intéresser à la peinture. Et aux femmes. Il a du temps, oui. Vous savez, à l'époque, hein, souvent, à l'époque, c'est terrible, mais il y a deux grandes classes sociales. Il y a la classe qui trime. Puis si vous prenez les écrivains de l'époque, par exemple, ils ne travaillent pas. Enfin, ils écrivent. Flaubert écrit comme un dingue, il écrit comme un galérien, mais ce n'est pas des gens qui travaillent. Proust ne travaille pas, Gide ne travaille pas. Ils n'écrivent pas pour vivre, en fait. Non, certains vont avoir des difficultés. Alors, les peintres
peintres, eux, ont des difficultés. Monet, lui, est relativement pauvre au début. Pissarro est pauvre, hein. Alors, donc il ne faut pas... Mais Courbet, lui, est assez confortable. Alors c'est un livre foisonnant, hein. C'est un livre... vous avez déjà cité beaucoup de noms, mais je voulais vous demander, en fait, quel rôle, quelle place, par exemple, des gens comme Monet jouent dans ce livre, une place centrale. Monet, c'est capital, parce que pour moi, c'est l'artiste absolu. C'est le peintre qui est voué à son œuvre avec une passion totale, un entêtement, un acharnement, et surtout, Falaise des fous, une folie, c'est-à-dire ça va jusqu'à des excès. C'est lui le fou, c'est un des fous. Lui. Oui, mais un fou positif, c'est un fou créateur, mais il est destructeur, il crève ses toiles, comme il dit, il est détruit, il n'est jamais satisfait, il va se lancer dans une aventure inouïe, les nymphéas. Au moment de la guerre, en 14, il a 74 ans, il se lance dans les nymphéas, les nymphéas de l'orangerie, que les gens connaissent, ces grands panneaux circulaires. Il en fait des dizaines et des dizaines. Il en fait, oui, alors il en a fait avant des dizaines, mais là, il va faire les grands panneaux, les grandes décorations qu'il va offrir à la France en 18. Et là, c'est surhumain, c'est pendant la guerre, c'est pendant la destruction, il crée, lui, ça. Et c'est vrai que... mesure, puis surtout, c'est un peintre, il y a une exposition actuellement à l'Orangerie, c'est un peintre qui va vers l'abstraction, comme Boudin, le mal connu, il va vers l'abstraction parce que ces grands panneaux finissent par ne plus être réalistes, on voit de moins en moins les nymphéas, il va vers une espèce d'évanouissement du monde, vers un rêve d'éternité, et c'est ça qui est fascinant chez lui, c'est cette modernité. En fait, Courbet était révolutionnaire politiquement, il était révolutionnaire parce qu'il faisait des nus très audacieux, l'origine du monde, mais c'est une peinture classique. Alors que Monet... Mais sans la citer. Oui, je ne pense pas que vous citiez... Parce que le problème de l'origine du monde, à l'époque, personne ne l'a vu. Sinon, une ou deux personnes, un des frères Goncourt, 2-3 personnes. Mais lui, il la voit en rêve. Il voit le tableau en rêve, donc c'est très bien. Il voit en rêve... Et ce qui est marrant, c'est qu'au début du livre, Charles, il a l'air plutôt... il aime plus Courbet que Monet. Oui. Et ça change. Parce que Courbet est spectaculaire, et puis c'est un bon vivant. Il est plein d'empathie, de sympathie. Il fait tout un tatamar autour de lui. Il est vantard, il est drôle. Alors que Monet est très introverti, il est très austère, enfin il se plaint tout le temps de ne pas y arriver, et donc il va découvrir, au fond le livre c'est la découverte de Monet petit à petit, comme moi-même, quand j'étais jeune homme, je n'aimais pas Monet. Mais j'aimais bien Courbet. Et j'ai découvert ce qu'il y avait de révolutionnaire, d'audacieux, d'inventif de la peinture de Monet, et qui annonçait l'abstraction, la grande abstraction de John Mitchell, etc., ou Roscoe. Et alors, si vous voulez, il y a ce basculement. Et puis, mon personnage que les en effet, c'est un rentier, il est un peu passif, il est légèrement Don Johannesque, enfin, il se laisse faire, les femmes vont vers lui assez facilement, mais il va se constituer comme pensée, comme conscience politique, critique, comme dans l'affaire Dreyfus, comme conscience de la guerre, et c'est lui qui va devenir le narrateur. C'est à la fin lui qui rafle la mise, qui devient le narrateur. C'est la constitution d'une conscience, d'un individu, d'une pensée. Justement, l'affaire Dreyfus, elle est aussi quelque part centrale dans ce livre. Vous y consacrez beaucoup de pages. Il faut rapidement, c'est l'affaire Dreyfus, c'est ce capitaine français juif qui est accusé en 1894 d'espionnage au profit de l'Empire allemand. Il est dégradé, condamné 2 fois. Et puis finalement, condamné à 80, voilà. Et puis il est innocenté et puis réhabilité. Réhabilité. Et alors, vous dites c'est un naufrage, quelque part, c'est un naufrage français collectif, cette affaire. Oui, tout à fait. Évidemment, c'est causé par un antisémitisme profond à l'époque. Et puis, même Jaurès, Jaurès, Clémenceau vont mettre du temps. Quand dit Zola, le fameux Jacques Zola, c'est 98. Or, le capitaine Dreyfus est arrêté en 94. Il est dégradé en 95. Donc, il va souffrir 1000 morts avant d'être réhabilité. Moi, j'ai appris, par exemple, dans ce bouquin, que Degas est un antisémite notoire. Total, absolument. Renoir aussi. Renoir, Cézanne aussi. Mais Monet, Cézanne aussi. Alors Cézanne, c'est peut-être pas par antisémitisme. Lui, il était Cézanne, c'était le côté... Il y a eu des gens qui défendaient l'armée parce que c'était l'ordre, c'était la France, et la France avait été vacue en 70. Mais en tout cas, Degas, c'est sûr. Mais il y avait... lui, il est foncièrement antisémite, alors que Monet, lui, est magnifique puisqu'il défend Zola, il défend Dreyfus, il est totalement pur sur ce plan-là. C'est un des rares. Et vous dites justement, pour revenir à Monet et aux nymphéas, vous dites quelque part que ça vous tourmente, cette mise en parallèle entre la productivité de Monet qui peint ses nymphéas pendant la Grande Guerre et cette boucherie où il y a des... c'est la vie et la mort. Mes grands-pères se faisaient quand même très abîmés, et c'est peu dire, pendant cette guerre. Et c'était pour moi une sorte de flash incroyable, une prise de conscience. Et pendant ce temps-là, le père Monet, magnifique, debout, peignait les nymphéas.
mais qui n'avait pas de rapport immédiat avec la guerre. Vous avez une phrase magnifique, je voudrais la lire. Vous dites la beauté est un vertige quand elle s'élève sur l'hécatombe des peuples et sur la charogne d'un siècle. C'est assez méchant, ça, quand même. Hein. Oui, c'est un vertige, parce qu'un vertige, ça pourrait être un scandale. Oui. Mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez, lui, Monet, il a 74 ans, il ne peut pas aller à la guerre, il est très conscient, il dit j'ai des scrupules d'avoir mes affres de peintre, mes tourments de peintre, alors que tout le monde est en train de... Mais c'est une manière pour lui d'affirmer l'absolu, l'art, la création, au moment où il y a la destruction. Il ne le dit jamais ça, mais il affirme l'acte créateur au moment où l'acte destructeur est majeur, et massif. On voit dans ce livre votre passion pour la peinture, hein, du début. Ces livres, c'est un peu comme un tableau impressionniste. C'est pas vraiment une fiction, c'est pas totalement la réalité. Oui, enfin si vous voulez, c'est la vie de ces grands impressionnistes, puis c'est la vie du héros, c'est la vie de ses amours, c'est son vieillissement, c'est ses prises de conscience, il va être père à la fin, etc. Donc c'est une histoire, l'histoire d'un homme qui va se découvrir, qui va grandir et qui va adorer la peinture et qui va pratiquer la littérature et qui va connaître l'histoire, ses ressorts et qui ne se fera pas d'illusions sur l'histoire. C'est pas quelqu'un qui nourrit des utopies sur l'histoire. En quelques mots, vous allez être bientôt, vous avez été élu, vous avez été reçu à l'Académie française. Comment vous avez reçu cette récompense? Écoutez, je l'assume, puisque des amis m'ont poussé à le faire. Bon, voilà, il y a plusieurs raisons. Et puis, à un moment donné, vous dites oui. J'avais dit non plusieurs fois avant. C'est peut-être une faiblesse, hein. C'est une marque peut-être de je sais pas quoi. Mais si vous voulez, j'assume. Et puis, en tout cas, quand on lit votre livre, vous le méritez amplement. Donc, Falaise des fous, un très très beau livre aux éditions du Seuil. Merci Patrick Grinville d'être venu en parler dans 64 minutes. Merci beaucoup. Merci. Culture toujours.